La première chose que je remarque, c'est le silence. Pas le genre de silence paisible. Pas celui qui s'installe sur la forêt après une chute de neige. Doux, pur et indulgent. Ce silence a un poids. Ce silence a des crocs. Je suis debout à ma fenêtre. Celle que j'ai renforcée avec une planche de pain l'hiver dernier. Parce que le froid n'arrêtait pas de s'infiltrer. Je regarde la lisière des arbres et quelque chose dans ma poitrine s'est complètement immobilisé. Les loups ont arrêté de hurler il y a 20 minutes. Chaque loup de cette forêt hurle à la pleine lune. Absolument tous, sauf ce soir. Ils ne le font pas. Et j'ai vécu seul dans ces bois du Nord assez longtemps pour savoir que lorsque les loups se taisent tous en même temps, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien. C'est parce que quelque chose est arrivé qui domine tout le reste. J'enfile mes bottes sans allumer une deuxième bougie. Je me déplace dans la cabane dans le noir car je connais chaque centimètre au toucher. 3 pas vers le foyer, 5 pas vers le mur, 2 pas à gauche. Et ma main trouve la garde avant même que mes yeux ne s'habituent. L'épée du vieux fer, un sceau de loup gravé sur la poignée, comme si quelqu'un voulait qu'on la trouve. Je ne sais pas encore ce que cela signifie. Toute son histoire, la lignée, les droits et tout ce que Cédric a enterré. Je ne sais rien de tout ça pour l'instant. Je sais juste que lorsque ma main se referme sur elle, quelque chose en moi qui est toujours un peu sur ses gardes, un peu dans l'attente, peut enfin expirer. Je vais jusqu'à la porte. Je m'arrête, les doigts sur le loquet, et je prends une inspiration, une seule, car je peux déjà les sentir dehors. Pas les entendre, pas les voir, mais sentir la pression spécifique d'une présence organisée. Pas aléatoire, pas dispersée. Quelque chose de délibéré s'est arrangé devant ma porte et attend de la même manière qu'une phrase attend son point final. J'ouvre la porte. Le froid me frappe comme un mur. Bonjour à tous, je dois vous demander quelque chose tout de suite, avant d'aller plus loin dans cette histoire. Avez-vous déjà eu un moment où vous pouviez sentir que quelque chose approchait, quelque chose d'énorme, quelque chose qui allait tout changer, et au lieu de fuir, vous êtes simplement resté là et y avez fait face? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas, car c'est exactement ce que fait Rowena. Elle reste là. La lune est pleine et énorme, et elle n'a absolument aucune raison d'être aussi belle ce soir. Suspendue là-haut comme si elle avait arrangé toute la scène, comme si elle savait. La neige tombe en rideau lent et lourd. Le genre de chute de neige qui ne se presse pas, qui continue de tomber encore et encore, patiente et implacable, recouvrant tout d'un silence blanc. Et ils sont là, 10 loups, disposés en un arc parfait autour de ma cabane. Pas de faille, pas d'accident, pas de regroupement désinvolte. Chacun est placé exactement là où il doit être. Leurs yeux captent la lumière de la lune et la renvoient. Ambre, or, bleu glacier, une constellation d'attention, toute pointée sur moi. Ils ne grognent pas, ils ne tournent pas en rond. Ils se contentent d'observer. Et cette immobilité, ce silence absolu et concentré, est bien pire que ne l'aurait été l'agression. Un loup qui grogne veut vous effrayer. Un loup silencieux a déjà pris sa décision. Ma prise sur l'épée se resserre. Je les recompte par habitude. Toujours 10. Et puis, au centre de cet arc, debout dans la neige, comme si la nuit elle-même s'était organisée autour de lui, il y a un homme. Je veux être complètement honnête avec vous maintenant. J'ai passé 3 ans dans cette forêt. J'ai affronté un hiver qui a tenté de me tuer de 4 manières différentes en une semaine. Je me suis retrouvé face à face avec des prédateurs que la plupart des gens ne voient que dans leurs cauchemars. Je pensais avoir appris ce que l'on ressent en présence de quelque chose de véritablement dangereux. Je n'étais pas préparé à ça. Il est grand d'une manière qui change votre perception du mot. Pas le grand modeste et pratique d'un homme qui est simplement plus grand que la moyenne. Le genre de grandeur qui exige un recalibrage, qui vous fait ajuster silencieusement tout ce que vous pensiez savoir sur l'échelle d'un corps humain. Des épaules larges qui parlent moins d'entraînement que d'usage réel. Le corps de quelqu'un qui a traversé le monde avec force et l'a répété jusqu'à ce que la force devienne architecturale. Des cheveux sombres, une mâchoire nette, une cape de fourrure blanche qui tombe de ses épaules jusqu'à la neige. Et là où elle traîne sur le sol, elle ne laisse aucune marque. Il est si immobile. Et ses yeux or, pas ambre comme ceux des loups derrière lui, et
Mais or, la couleur spécifique et impossible de quelque chose qui a cessé d'être ordinaire il y a très longtemps et qui n'a pas particulièrement regardé en arrière. Ses yeux trouvent mon visage dans le noir et ils ne vagabondent pas, ne balayent pas, ne font pas ce que les yeux des hommes puissants font habituellement. Ce balayage où ils cataloguent tout par ordre de pertinence et où vous vous retrouvez quelque part au milieu de la liste. Il me regarde comme si j'étais la seule chose dans le cadre, comme si les 10 loups, la lune, la neige et les 300 miles de nature sauvage derrière lui n'étaient que l'arrière-plan. Et moi, pieds nus dans un manteau de fourrure usée, tenant une vieille épée de fer, je suis là. Je devrais être à genoux en ce moment. Je sais que chaque information que j'ai sur la hiérarchie alpha dit qu'une femme oméga, seule, face à un roi alpha et ses 10 loups au milieu d'une tempête de neige, sans meute pour la soutenir et sans rang pour la protéger, ne reste pas debout. Elle se soumet. Elle se fait petite. Elle se retire de l'équation aussi rapidement et silencieusement que possible, parce que le calcul du pouvoir a déjà scellé son sort. Je ne m'agenouille pas. Je le regarde droit dans ses yeux d'or et je garde l'épée exactement où elle est. Quelque chose traverse son visage. Je le saisis et le perds dans la même demi-seconde. Quelque chose qui vacille sur ses traits ciselés et disparaît avant même de s'être complètement formé. Mais j'ai vu l'avant et l'après. Et l'espace entre les deux me dit tout ce que l'expression elle-même n'a pas dit à voix haute. Il ne s'attendait pas à ça. Il est venu ici, a traversé je ne sais quelle distance impossible. Il a amené 10 des loups les plus disciplinés que j'ai jamais vus, s'attendant à quelque chose de spécifique lorsque cette porte s'ouvrirait. Et ce qu'il a obtenu n'était pas ça. Mon feu crépite derrière moi. Sa chaleur pousse contre mon dos, et le contraste, la chaleur de la cabane que j'ai construite, et le froid que cet homme a amené avec lui, atterrit quelque part dans ma poitrine d'une manière que je ne comprends pas encore tout à fait. Un des loups, le grand gris à sa gauche immédiate, tourne très légèrement la tête et regarde l'homme juste un instant, juste assez longtemps pour que cela signifie quelque chose. Puis l'homme fait un pas en avant dans la nagage et je n'en fais absolument aucun. Il s'arrête. 3 pieds de nous séparent, assez près pour que je puisse voir les flocons de neige atterrir sur la fourrure de sa cape et y rester, sans fondre. La surface de son être est si contrôlée que même le temps ne la perturbe pas. Assez près pour que je sente son odeur pour la première fois, portée vers moi sur le fil du froid, de la résine de pin, du fer, et quelque chose sous ces deux odeurs que mes instincts reconnaissent avant mon esprit. Quelque chose qui réchauffe ma nuque d'une manière que le feu dans mon dos ne peut absolument pas expliquer. Il regarde mon épée, puis il regarde mon visage. Il ne dit rien. Je ne dis rien. La neige tombe entre nous dans le silence, sans se presser. Les îlots ne bougent pas et la lune observe toute la scène de là-haut, comme si elle attendait ce moment précis depuis des années et avait toute la nuit pour le laisser se dérouler. Puis il ouvre la bouche et ce qu'il dit est la dernière chose, la toute dernière chose que je m'attendais à ce qu'un homme comme lui dise une nuit comme celle-ci. Debout dans la neige devant la cabane d'une femme que le monde entier avait déjà acceptée comme disparue. Et je dois vous le dire tout de suite, au moment où je l'entends, tout ce que j'avais construit en 3 ans d'une solitude magnifique et durement gagnée commence très doucement à trembler. J'ai 7 ans la première fois que je comprends ce que signifie être une oméga. Pas le mot, je connaissais le mot bien avant de comprendre ce qu'il coûtait. Je suis dans la cuisine de ma mère et elle me tresse les cheveux avant le rassemblement de la meute. Elle fredonne quelque chose de doux et de bas. Et je lui demande pourquoi nous arrivons toujours après que tout le monde soit déjà assis. Elle arrête de fredonner. Ses mains s'immobilisent dans mes cheveux, puis elle recommence un peu plus lentement et elle dit « Parce que c'est comme ça que ça marche, ma chérie. Nous attendons que la pièce se calme d'abord. » Je ne savais pas encore que nous attendons signifiait que nous sommes les dernières servies. Je ne savais pas encore que c'est comme ça que ça marche. Était une façon polie de dire « c'est la forme de ta vie » et cela a été décidé avant ta naissance. J'avais 7 ans. Je voulais juste savoir pourquoi nous étions toujours en retard. Je découvre la réponse complète le jour où Cédric Vin me rejette devant tous ceux que j'ai jamais aimés. La cour est bondée, et je veux dire bondée, comme le sont toujours les rassemblements de meute pour les cérémonies. C'est-à-dire que personne ne reste à la maison. Car manquer quelque chose comme ça signifie manquer l'histoire. Et dans une meute, l'histoire, c'est tout. Tous les visages que je connais sont là. Chaque personne avec qui j'ai grandi, couru, partagé des repas,
en qui j'ai eu confiance sans jamais penser à le remettre en question. Ils sont tous tournés vers l'hôtel au centre de la cour, comme des fleurs vers la lumière. Et à l'hôtel Cédric. Je veux vous dire ce que je m'attendais à ressentir à ce moment-là. Marchant vers lui à travers la foule avec du tissu blanc à mes chevilles et un cœur plein de tout ce que j'avais soigneusement gardé pour ce jour. Je veux vous dire que c'était de la nervosité ou de la joie ou une combinaison des deux. Le climat humain normal d'un moment qui est censé changer votre vie. Je m'attendais à sentir le début de quelque chose. La cour est silencieuse d'une manière qui semble préparée. L'ancien alpha se tient sur le côté avec son parchemin de reconnaissance. Et Cédric est à l'hôtel. Et je marche vers lui à travers l'espace que la foule crée. Pas chaleureusement, pas comme on s'écarte pour quelqu'un qu'on est heureux de voir là, mais le dégagement mécanique d'espace, l'ouverture minimale requise. Et quelque part dans l'architecture de ce petit mouvement, j'aurais dû entendre l'avertissement. Je ne l'ai pas entendu. Je continue de marcher. J'arrive à moins de 10 pieds de lui. Je lève les yeux et ce que je trouve sur son visage m'arrête net. Ce n'est pas un visage qui se prépare à un commencement. J'ai aimé Cédric Vin depuis l'âge de 16 ans. Je veux que vous compreniez à quoi ressemble ce genre d'amour chez une fille qui a grandi sans rien de plus à donner. Ni statut, ni rang, ni la monnaie sociale qui facilite la vie à l'intérieur d'une structure de meute. Je lui ai donné la chose avec laquelle j'étais la plus prudente. La version privée de moi-même. Celle qui ne jouait pas la petitesse pour la galerie. Celle qui riait trop fort et avait des opinions qu'elle n'était pas censée avoir. Et regardait le monde avec une fin que les filles Oméga sont encouragées à gérer pour la transformer en quelque chose de plus approprié. Il a dit qu'il aimait cette version. Il l'a dit comme s'il le pensait. Il se tient à cet hôtel et il me regarde avec des yeux qui ont déjà fait la paix avec ce qui va se passer. Et je regarde les 4 dernières années se réorganiser en temps réel. Chaque souvenir se déplaçant légèrement, l'éclairage changeant dans chacun d'eux. De petits détails signifiant soudain des choses différentes de ce qu'ils signifiaient il y a un instant. Il ouvre la bouche. Je sais déjà. Je sais avant que le premier mot ne sorte. Et le savoir ne rend pas les choses plus faciles. Ça les rend pires. Ça donne aux prochaines secondes l'impression de tomber, cette terreur spécifique de manquer une marche dans le noir. Quand votre corps sait ce que la gravité coûte avant que votre esprit n'ait fini la pensée. Moi, Cédric Vin, héritier alpha de la meute d'Ironwood, je dissous par la présente la reconnaissance de liens formels entre moi-même et Rowena Ashvale. Sa voix est stable. C'est la chose que je porterai le plus longtemps. Pas ce qu'il dit. Parce qu'on peut survivre aux mots. Les mots ne sont que du son façonné en sens, et on peut distancer le sens si on continue d'avancer. Ce que je ne peux pas cesser de porter, c'est la platitude avec laquelle il le dit. La régularité complète et répétée de sa voix, comme s'il avait passé cette phrase dans sa tête assez de fois pour que toute la difficulté en soit usée. Comme si j'étais un problème pour lequel il s'était préparé. Je te rejette. 2 mots. En 2 mots, 4 ans ne deviennent rien. En 2 mots, l'avenir avec lequel j'étais prudente. L'amour que j'avais permis à la version privée de moi-même de ressentir. Le foyer que je pensais construire à l'intérieur d'une autre personne. Tout cela devient du passé. Le silence qui suit est la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Je ne tombe pas. Je veux être très clair à ce sujet. Je ne tombe pas. Je ne pleure pas. Je ne fais pas un seul son qui donne à cette foule ce pourquoi elle est venue. Je me tiens au milieu de ce silence et je l'encaisse dans mon corps comme on encaisse un coup physique. On le sent partout. On le sent dans ses dents. Mais on ne s'effondre pas. Pas devant eux. Jamais devant eux. Les chuchotements commencent avant même qu'ils ne reculent de l'hôtel. J'en saisis des bribes comme on attrape un rhume, accidentellement, sans le vouloir, avant de pouvoir se protéger. Bien sûr qu'il l'a fait. Elle n'a jamais vraiment été assez de la meute. Il a besoin de quelqu'un de plus fort. À quoi s'attendait-elle honnêtement? Ils ne prennent pas la peine de parler bas. C'est une sorte de message en soi. La femme bêta se matérialise à mon coude gauche, je dis « se matérialise » parce qu'elle entre dans mon espace avec l'efficacité de quelqu'un qui était prépositionné, qui savait où elle devait être avant même que la cérémonie ne commence. Elle place un document plié dans ma main et explique, d'une voix professionnelle et vidée de toute humanité, qu'un membre de rang racial qui a été formellement rejeté à 48 heures pour quitter le territoire de la meute.
Je regarde le document dans ma main. Tamponné, daté, signé, signé il y a 2 jours. Il a signé ça il y a 2 jours. Je lève les yeux et trouve le dos de Cédric. Il s'est déjà détourné. Il s'est déjà déplacé dans la foule qui le reçoit déjà, réarrangeant déjà l'événement en une histoire où il n'est pas le méchant, juste un homme faisant un choix difficile mais finalement correct. Il ne se retourne pas. Je plie le document, je le mets dans ma poche, je me retourne et je retraverse la foule. Et la foule s'écarte pour moi comme elle ne l'avait pas fait avant, avec plus d'espace cette fois, comme si le rejet était quelque chose qui se propageait par proximité. Comme si se tenir trop près de moi maintenant comportait un risque qu'il préférait ne pas absorber. Je retourne dans ma chambre. Je m'assois sur le bord du lit et pendant très longtemps, je ne bouge pas. Je pars en 36 heures, pas 48. Je ne leur donne pas le temps complet. Je ne les laisse pas compter jusqu'à ma fin. Je ne donne pas à la femme bêta la satisfaction de glisser un deuxième rappel sous ma porte. Je prends le couteau de ma mère, un manteau et le reste de la nourriture séchée que j'avais stockée pour l'hiver, et je sors du territoire d'Ironwood avant que le soleil ne soit complètement levé. Je ne dis au revoir à personne. Il n'y a personne à qui dire au revoir. C'est une chose que je commence seulement à comprendre en marchant. À quel point une meute peut vous contenir tout en n'étant pas la vôtre. Comment vous pouvez grandir à l'intérieur de quelque chose, respirer son air, apprendre ses rythmes, contribuer à sa survie pendant des années et être toujours structurellement à l'extérieur. Être toujours la personne à qui ils peuvent remettre un document et la libérer comme quelque chose qu'ils stockaient temporairement. Je marche vers le nord. La forêt s'ouvre à moi d'une manière que la meute n'a jamais fait. Personne ici n'a besoin que je sois plus petite. Les arbres ne s'organisent pas par rang. Le froid n'évalue pas ma lignée avant de décider avec quelle force mordre. Ici, tout est honnête. La nature essaiera de vous tuer ouvertement, sans prétention. Et cette honnêteté est la première chose depuis longtemps qui ressemble vraiment à du respect. Je pleure toutes les nuits pendant la première année. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Je sais comment l'histoire est censée se dérouler. La femme qui a été lésée, qui s'en va sans se retourner, qui commence immédiatement son ascension, qui ne les laisse pas voir sa douleur. Je connais cette histoire. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'allume un feu qui s'éteint 2 fois avant de prendre. Ce qui se passe, c'est que je mange mal pendant 3 mois jusqu'à ce que je comprenne comment chasser sans faire toutes les erreurs qu'une personne peut faire. Ce qui se passe, c'est que je me réveille dans le noir, une nuit glaciale, dans un abri qui mérite à peine ce nom, et je sens le poids de ce qui m'a été fait si complètement que ça remplit toute la structure et ne laisse plus de place pour l'air. Et puis le matin vient, et je me lève, parce que c'est la seule réponse qu'il me reste. Celle que Cédric n'a pas prise en compte quand il a répété ces 2 mots. Quand il a signé le document 2 jours plus tôt, quand il a tourné le dos avant que j'aie fini de m'éloigner. Il a oublié que les fils oméga qui apprennent à survivre au froid, qui s'obligent à l'apprendre, qui refusent d'arrêter jusqu'à ce qu'elles puissent le faire sans réfléchir, finissent par ne plus avoir besoin de quoi que ce soit qui nécessite la permission de quelqu'un d'autre. Il a oublié ce que je deviendrais quand j'arrêterai d'attendre que la pièce se calme d'abord. Et 3 ans plus tard, debout à ma porte avec une épée à la main et un roi dans le manège, j'ai fini d'attendre. Le matin après le départ des loups, c'est la première fois que je parcours le périmètre complet en moins de 9 minutes. Pas en trottinant, en courant. Le genre de course qui coûte quelque chose. Le genre où vos poumons brûlent avant le premier quart de mile et vos jambes vous répondent à mi-parcours. Et quelque part vers le 3e quart, tout le système essaye de négocier. Ralentis, c'est assez, c'est plus que ce que n'importe qui te demanderait. Et vous lui dites non. 9 minutes pile, je me tiens à la lisière des arbres, les mains sur les genoux, la poitrine haletante, mon souffle formant des nuages dans le froid, et je reste là jusqu'à ce que mon rythme cardiaque baisse assez pour fonctionner. Puis je me retourne et je retourne à la cabane. C'est ainsi que le premier hiver s'enseigne. Pas d'inspiration. Pas un moment cinématographique propre où l'on décide de devenir plus fort. Juste la tâche suivante et celle d'après, exécutée avant que je puisse ressentir trop de choses à leur sujet. La cabane est mon premier vrai projet. Je trouve l'emplacement parce qu'il existe déjà, à peine. Plus une suggestion qu'une structure. La carcasse effondrée de quelque chose que quelqu'un a abandonné il y a si longtemps.
Le bois avait commencé à retourner à la forêt. 3 murs qui tiennent encore, un qui ne tient pas. Une ligne de fondation enterrée sous 2 pieds de vieille neige. Cela me dit que quelqu'un, à un moment donné, a choisi cet endroit précis pour une raison. Je passe 11 jours à la rendre habitable. Pas confortable. Je ne vise pas le confort. Je vise à ne pas mourir, ce qui est un objectif entièrement différent et nécessite un autre type de concentration. Je réapprends à utiliser mes mains, à mesurer au toucher quand je n'ai pas d'outils, à tester la logique structurelle d'un mur avant de lui confier le poids d'un hiver. Je fais des erreurs qui me coûtent un après-midi entier de travail que je dois défaire, une poutre mal placée que je remarque avant qu'elle ne devienne un effondrement. Un plafond que je refais 2 fois parce que la première fois laisse entrer assez de froid pour me réveiller à 2 heures du matin. La deuxième fois, il tient. Je m'installe à l'intérieur, l'épée vient plus tard. Je parcours une nouvelle section de sentier poussant vers l'est, cartographiant le territoire, apprenant ses limites comme on apprend une langue. Un mot à la fois. Un mauvais virage vous enseignant la correction. C'est alors que la bande de pierre attire mon regard, effondrée, ancienne. Le genre de choses que la forêt a lentement avalé depuis si longtemps qu'elle ressemble plus à une caractéristique du paysage qu'à une structure placée par des mains humaines. Mais il y a quelque chose en dessous. Je trouve d'abord la garde, puis la lame, enveloppée dans un cuir qui aurait dû pourrir il y a des années et qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'a pas fait. Comme si la chose attendait avec une sorte de patience particulière qui ne répond pas aux intempéries. Je la déballe. Le seau de loup sur la poignée est usé mais clair. Je la tiens à 2 mains et je ne bouge pas pendant 1 minute entière. Pas parce que je comprends ce que c'est, mais parce que quelque chose dans ma poitrine le comprend. Quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis très longtemps. Elle se calme, comme une clé trouvant une serrure qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Je la ramène à la maison. Je m'entraîne avec elle chaque matin à partir de ce jour. D'abord maladroitement, puis moins. Puis avec l'économie de mouvement spécifique qui se produit lorsque le corps cesse de penser à l'outil et commence simplement à l'utiliser. 1 heure avant le lever du soleil. Chaque matin, sans jour de congé, sans exception, sans négociation avec la version de moi-même qui se réveille et parfois convaincue qu'aujourd'hui pourrait être le jour où elle se repose, elle n'a pas le droit de se reposer. Pas encore. La chasse prend 3 mois pour être maîtrisée. Je veux être honnête à propos de ces 3 mois. Ils ne sont pas triomphants. Il n'y a rien de cinématographique à être incapable de suivre un cerf dans la neige fraîche sans perdre la piste. Il n'y a rien de propre à rentrer les mains vides nuit après nuit, à manger le dernier de ce que j'ai apporté, à faire le calcul du nombre de nuits que je peux me permettre d'échouer avant que cela ne cesse d'être simplement embarrassant et ne commence à être dangereux. Mais au printemps, je peux suivre un cerf à travers 3 pouces de neige fraîche sans perdre la ligne. En été, je cours le terrain plus vite que le gibier que je traque. Au deuxième hiver, je suis quelque chose de différent. Pas plus dur. C'est le mot que les gens veulent utiliser pour les femmes qui survivent à des épreuves. Et je le rejette. Je ne suis pas plus dur. Je suis plus éveillé, plus délibéré, plus connecté à la réalité spécifique de mon corps, de mes instincts, de mes capacités réelles, par opposition à la version de ces capacités qui m'a été donnée par une hiérarchie de meutes conçue pour les maintenir sous contrôle. Autre chose se produit, pour laquelle je n'ai pas de mots jusqu'à bien plus tard. Le territoire autour de la cabane change. Pas physiquement, les arbres sont les mêmes arbres. Les lignes de sentier sont là où je les ai tracées. La source coule là où elle a toujours coulé, mais le caractère de l'espace se modifie progressivement au fil des mois, de la manière particulière dont les environnements physiques répondent à une présence constante et délibérée. Les prédateurs qui testaient les limites du périmètre cessent de s'approcher autant. Pas effrayés, rien de dramatique comme ça. Ils s'ajustent simplement, changent de route. De la même manière que vous changez de route autour de quelque chose qui émet à une fréquence que vous ne pouvez pas nommer, mais qui semble ne pas valoir le coup de la confrontation. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je sais seulement qu'au milieu de ma deuxième année seule, la forêt est devenue plus calme autour de la cabane, plus coopérative, moins contestée. La solitude, et c'est la partie la plus difficile. Je vais continuer à être honnête à ce sujet, car je pense que la version de cette histoire qui passe sous silence la solitude est un mensonge qui ne sert personne.
Oui, je deviens plus forte. Oui, je construis quelque chose de réel à partir de rien. Oui, il y a des matins où le lever du soleil à travers les arbres me coupe le souffle, où la forêt me donne quelque chose de si pur et d'inattendu que je me sens, pendant quelques minutes, complètement soutenu. Mais il y a aussi des nuits où le silence à l'intérieur de la cabane est un autre type de silence que celui de l'extérieur. Le silence extérieur a une texture, une activité qui se déroule en dessous, tout l'écosystème compliqué de la forêt vivant et bougeant même quand il est immobile. Le silence intérieur est juste le mien, uniquement le mien. Les mêmes pensées dans le même crâne et personne pour les interrompre, personne pour les rediriger, personne pour s'asseoir en face d'un feu et partager le soulagement spécifique d'être connu par une autre personne. Je ressens ce qui m'a été pris ces nuits-là. Pas seulement un compagnon. J'ai arrêté de pleurer la perte spécifique de Cédric il y a longtemps et j'ai besoin que vous compreniez la distinction. Il ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est la vie. Celle où j'appartenais à quelque part, où quelqu'un m'avait choisi, où je faisais partie de quelque chose qui remarquerait mon absence. Je reste éveillé avec ce sentiment. Et je le laisse être de la taille qu'il est réellement. Parce que j'ai appris maintenant qu'essayer de rendre les choses difficiles plus petites ne fait que les faire durer plus longtemps. Et puis le matin vient, et je me lève, et je sors, et je cours le périmètre, et je m'entraîne avec l'épée, et je me déplace dans la forêt qui, d'une manière que je ne comprends toujours pas complètement, a décidé que je lui appartenais et qu'elle m'appartenait. Et c'est une chose que ni Cédric, ni sa meute, ni ses documents soigneusement signés ne pourront jamais reprendre. J'avais appris à vivre sans chaleur. Je m'étais appris à ne pas en avoir besoin. C'est exactement pourquoi, lorsque les 10 loups arrivent à ma lisière de forêt par une nuit de pleine lune, 3 ans après que j'ai quitté Ironwood, je ne suis pas préparé à ce que les yeux d'or d'Alistair Vane font à la température à l'intérieur de ma poitrine. Je ne suis pas préparé au fait que, debout dans le froid, avec une épée à la main, entouré de loups, face à un roi qui est venu à ma porte comme si j'étais quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, je n'ai pas peur. Je suis curieuse. Et cette curiosité spécifique, dangereuse et absolument inopportune, va me coûter tout ce que j'ai construit. Et je ne vais pas être capable de m'en soucier. Elle ne scelle pas. C'est la première chose que j'enregistre. Debout dans la neige, 10 de mes meilleurs loups dans mon dos, toute l'autorité du domaine du Nord derrière chaque pas que j'ai fait pour arriver ici. Et cette femme ouvre sa porte, me regarde droit dans les yeux et ne cille pas. J'ai fait face à 7 défis de meute en 11 ans. Je me suis tenu en face d'hommes 2 fois sa taille qui ne pouvaient pas soutenir mon chagrin pendant 4 secondes. Elle le soutient comme si elle l'avait inventé. Mon nom est Alistair Vane, roi alpha du domaine du Nord. 7 meutes me répondent sur 3 territoires et aucune d'entre elles ne répond lentement. J'ai mis fin à des conflits que des rois plus âgés qualifiaient d'insolubles. J'ai traversé des terrains divers que mon propre conseil m'avait dit être infranchissables. J'ai pris des décisions qui ont coûté le sommeil à des gens pendant des années et j'ai pris chacune d'entre elles sans sourciller. Je sourcille maintenant. Pas à l'extérieur. Je suis trop entraîné pour ça. Trop d'années à maintenir la surface composée du pouvoir en place, peu importe ce qui bouge en dessous. À l'extérieur, je suis exactement ce que je suis toujours. Calme, contrôlé, le poids spécifique de l'autorité qui remplit un espace avant qu'un mot ne soit prononcé. Mais à l'intérieur, quelque chose bascule. Elle se tient dans l'embrasure de la porte avec la lumière du feu dans son dos et une épée dans sa main droite qu'elle tient avec la poigne de quelqu'un qui l'a utilisée. Pas pour la performance, pas pour la cérémonie, mais dans le contexte réel d'en avoir besoin pour qu'elle fonctionne. Et ses yeux sont or, pas ambre, pas noisette, mais or. La même couleur spécifique et impossible que je n'ai jamais vue que dans le miroir. Et elle me regarde comme si j'étais la chose la plus inopportune qui soit arrivée à sa porte depuis très longtemps. J'ai traversé 300 morts d'hiver nordiques pour un fantôme. Le dossier entier sur Rowena Ashvale se termine il y a 3 ans. Oméga rejeté, sans rang familial, banni du territoire d'Ironwood, présumée morte au 8e mois. La forêt au nord de la crête d'Ashvale ne permet pas la survie en solo à long terme. Je le sais parce que je l'ai moi-même inspectée il y a 2 hivers dans le cadre d'une évaluation territoriale. Le froid seul aurait dû achever ce que le rejet avait commencé. Elle n'est pas morte, elle se tient à 4 pieds de moi,
pieds nus dans la neige, et elle n'a pas baissé l'épée. J'ouvre la bouche. Vous êtes Rowena Ashville. Ce n'est pas une question. Je ne pose pas de question quand je connais déjà la réponse. C'est une affirmation, et j'observe son visage pendant qu'elle l'encaisse. J'observe la chose qui se produit habituellement lorsque quelqu'un réalise à qui il parle. Le petit recul involontaire, le recalibrage de la posture, le moment presque imperceptible où une personne réévalue la situation et s'ajuste vers la sécurité. Elle ne fait rien de tout cela. Je l'étais, dit-elle. Maintenant, je suis juste la personne qui tient une épée. À ma gauche, Ren fait un bruit. Je le fais taire d'un regard et il se tait. Mais je saisis la forme de ce qu'il a communiqué et je le classe. Amusement. Ce qui, de la part de Ren, signifie quelque chose, car Ren n'a rien trouvé de vraiment amusant depuis environ 2 ans et j'ai cessé de m'y attendre. Je reviens à elle. Vous n'avez pas peur, dis-je. J'ai remarqué, dit-elle. Est-ce que ça vous dérange? Et voici la chose que je ne vais pas examiner trop attentivement pour l'instant, car j'ai un objectif et examiner les choses trop attentivement à ce stade, c'est ainsi que les objectifs se compliquent. Ça ne me dérange pas de la manière qu'elle entend. Ça me dérange de la manière dont la première note de quelque chose d'inattendu vous dérange lorsque vous êtes dans une pièce pleine de sons prévisibles depuis trop longtemps. Comme « Oh, c'est différent ». Et puis la dangereuse question qui suit « Qu'est-ce qui vient d'après ?» Je repousse ça. « Baissez l'épée, dis-je. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » Elle ne baisse rien. « Alors dites-moi pourquoi vous êtes ici, dit-elle, et je déciderai si l'épée monte ou descend après l'avoir entendue. » Mais Lou s'agitait derrière moi. Pas de l'agression, un ajustement. Le recalibrage collectif d'animaux qui sont très doués pour lire les situations et viennent de recevoir de nouvelles informations. Kova, la femelle grise à ma gauche immédiate, qui court à mes côtés depuis 11 ans, la lecture la plus fiable de n'importe quel environnement que j'ai jamais rencontré, s'assoit. J'enregistre que Kova ne s'assoit pas devant les menaces. J'étudie le visage de Rowena. Elle me regarde avec des yeux qui font quelque chose de spécifique. Pas seulement observer, mais traiter. Assimiler des informations et les analyser rapidement. Faire des évaluations. Mettre à jour des conclusions. Les yeux de quelqu'un qui a passé un temps considérable seul. Ce qui signifie les yeux de quelqu'un qui a appris à prendre chaque décision sans un deuxième avis. Ce qui signifie les yeux de quelqu'un qui a pris assez de ses décisions dans des moments à haut risque pour se faire entièrement confiance. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens dont je peux dire ça. Je dis, il y a des informations dont vous avez besoin, des informations sur les circonstances de votre rejet. Je suis ici pour vous les livrer, puis pour vous offrir un choix sur ce que vous en ferez. Quelque chose bouge sur son visage, juste un instant. Une fissure capillaire dans la surface composée qu'elle maintient. Pas de la peur, pas de l'espoir. Quelque chose entre ces deux choses qui est plus rare que l'une ou l'autre. Puis c'est parti. « Entrez », dit-elle. « Entêtez », dit-elle. Elle recule de l'embrasure de la porte. Elle ne baisse pas l'épée. J'entre. La cabane est petite et délibérée. Chaque centimètre est fonctionnel, rien de gaspillé. Le genre d'espace qui vous dit exactement qui l'a construit et exactement pourquoi il a été construit. Chaleur, confinement, la densité spécifique d'un lieu qui a été entretenu avec une attention sérieuse sur une longue période. Le feu est réel, pas le genre désespéré, pas le genre à peine survivant, mais un feu que quelqu'un sait comment construire et alimenter correctement. Elle a construit ça elle-même. Je le sais sans demander, car il n'y a aucune preuve d'aide nulle part. Chaque décision ici est cohérente. La logique d'un seul esprit appliqué depuis les fondations, ce qui signifie une seule paire de mains. 3 ans seul. Je prends la chaise qu'elle n'offre pas et je pose la maillette de documents sur la table entre nous. Elle reste debout. Bien sûr qu'elle le fait. Le feu est entre nous et la lumière qu'il projette attrape les angles de son visage, la mâchoire serrée, les ombres sous ses yeux qui parlent moins de faiblesse que d'une personne qui se lève tôt et se couche tard et remplit les heures entre les deux avec des choses qui coûtent quelque chose. Il y a une qualité dans son immobilité que je n'ai vue auparavant que chez des personnes qui ont traversé des difficultés soutenues et en sont sorties avec leurs instincts et non leurs blessures aux commandes. J'ai été dans beaucoup de pièces. Je me suis assis en face de beaucoup de gens. Je ne peux pas expliquer immédiatement
ce que cette pièce fait à ma température de fonctionnement normale, alors je ne sais pas. J'ouvre la mallette, je pose le premier document sur la table. Le rejet formel de Cédric Vin n'était pas une décision personnelle, dis-je. C'était une stratégie juridique. Elle ne bouge pas. 2 semaines après votre bannissement, je continue, vous avez eu 21 ans. Selon la loi du Pacte du Nord, article 7, une revendication de lignée pour les droits de défi de rang alpha s'active au 21e anniversaire de l'héritier légitime, à condition que cet héritier soit présent sur le territoire de la meute à ce moment-là. Je pose le deuxième document à côté du premier. Vous n'étiez pas présente. Je regarde ses yeux parcourir la page. Je regarde le moment où l'information s'enregistre. Pas de manière dramatique, pas avec l'effondrement visible que la plupart des gens auraient dans cette situation, mais avec l'immobilité spécifique de quelqu'un qui absorbe quelque chose qui confirme simultanément ce qu'il soupçonnait déjà d'une manière ou d'une autre, et qui est pourtant pire que ce à quoi il s'était préparé. Sa mâchoire se serre. Juste une fois. Il savait, dit-elle. Ce n'est pas une question. Il savait, je confirme. L'épée que vous avez trouvée sur la crête nord, celle avec le sceau de loup sur la poignée, appartenait à votre lignée il y a 3 générations. La revendication a été enregistrée et scellée par votre arrière-arrière-grand-mère et est restée dans les archives d'Ironwood à prendre la poussière, car personne dans votre lignée directe n'a jamais su la chercher. Elle regarde l'épée sur le mur. Quelque chose traverse son visage que je ne peux nommer et n'essaie pas de nommer. C'est à elle. Je le lui laisse. Il ne m'a pas rejeté parce que j'étais faible, dit-elle très doucement. Non, dis-je. Il m'a rejeté parce qu'il avait peur de ce que j'étais vraiment. Je ne dis rien. Parce que c'est exactement ça. Parce que Cédric Vin a regardé cette femme et a compris quelque chose que toute la meute d'Ironwood a manqué. Que sous la désignation Oméga, sous le rang que la hiérarchie a assigné et qu'elle n'a jamais eu de raison de remettre en question, il y avait une lignée qui aurait pu mettre fin à son ascension avant qu'elle ne commence. Et il a fait son calcul et il a signé le document 2 jours plus tôt et il a tourné le dos. Ce que je ne vais pas dire à voix haute, ce que je vais garder dans la partie de moi qui gère les informations dont je ne sais pas encore quoi faire, c'est que, assise en face de ce feu avec Rowena Asheville, la regardant absorber tout le poids de ce qui lui a été volé avec cette qualité spécifique et intacte d'une personne qui a déjà survécu au pire et se recalibre simplement pour la suite, je comprends. À un niveau qui n'a rien à voir avec le pacte du Nord ou mon obligation légale de faire respecter ses lois. Je comprends pourquoi Cédric avait peur, parce qu'elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. Elle est quelque chose pour lequel je n'ai pas encore le mot juste, et je vais devoir en trouver un avant que cela ne m'échappe. Je pose le dernier document sur la table. Votre titre est légalement valide, dis-je. Les actions de Cédric constituent une fraude en vertu de 3 articles distincts du Pacte du Nord. Si vous retournez à la capitale et soumettez une contestation formelle, le Conseil du Nord est tenu par la loi de l'entendre. Elle regarde le document, puis elle me regarde. « Et vous m'escorterez, dit-elle, avec vos loups. »« Oui. »« Pourquoi ?» demande-t-elle. Et c'est une question juste, une question intelligente. La question de quelqu'un qui a appris par une expérience spécifique et coûteuse que les hommes puissants qui se présentent à votre porte avec des offres ne le font pas par carité. Je lui donne la réponse honnête. Parce que ce que Cédric a fait a enfreint 3 lois que je suis personnellement responsable de faire respecter, et parce que je ne laisse pas de violation dans les registres. Elle est silencieuse un moment. Je la regarde réfléchir, je la regarde vraiment. La façon dont ses yeux se tournent légèrement vers l'intérieur. La façon dont sa main repose sur la table près des documents, mais ne les touche pas encore. La façon dont son corps est complètement immobile, à la manière d'une personne qui n'est pas figée mais délibérée. Puis elle prend le dernier document, le lit, le repose. « Quand partons-nous » dit-elle. Et je me dis, avec une conviction totale, avec toute l'autorité de 11 ans de maîtrise de soi de faire, que la chose qui se passe dans ma poitrine, quand elle dit ces 3 mots, est simplement la satisfaction d'une mission qui se déroule comme prévu. Je me dis ça, je le crois presque. Presque. Mais Kova me regarde depuis le coin de la pièce avec l'expression spécifique qu'elle utilise quand elle a déjà compris quelque chose que je n'ai pas encore saisi. Et Kova n'a jamais tort, elle bat Ren le 3e jour. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de Ren. Il a 24 ans. Il court avec mes loups depuis qu'il a 17 ans.
Et pendant ces 7 années, j'ai vu exactement 3 personnes le désarmer dans un contexte d'entraînement. L'une d'elles était moi. L'une d'elles était Kova sous sa forme transformée, une mauvaise nuit. La troisième était un ancien lieutenant d'Ironwood, 2 fois son poids, qui a passé 12 ans au combat frontalier et siège maintenant au Conseil du Nord parce que j'avais besoin de ses compétences spécifiques quelque part où elles pourraient être utiles. Ren ne perd pas. Rowena le désarme en 40 secondes. Nous nous arrêtons au passage d'eau de l'Est pour que les chevaux boivent. Et Ren fait ce qu'il fait quand il n'a pas encore totalement accepté une information. Il la défie. Il entre dans son espace avec cette énergie particulière de quelqu'un à qui on a dit quelque chose d'impressionnant et qui a besoin de le vérifier de ses propres mains avant de le classer comme un fait. Elle lit le défi immédiatement. Elle pose son sac sans un mot. Je reste où je suis. Je me dis que c'est parce qu'interférer dans un échange d'entraînement entre 2 personnes compétentes est inutile, ce qui est vrai. Je me dis que ce n'est pas parce que je veux voir ce qu'elle fait, ce qui est aussi vrai, mais d'un autre genre de vérité. Le genre qui nécessite plus d'examen que je ne suis actuellement prêt à lui accorder. Elle fait le premier mouvement à la 30e seconde. Ce n'est pas un mouvement tape par l'œil. Ce n'est pas le mouvement que quelqu'un fait quand il veut être regardé. C'est le mouvement de quelqu'un qui a identifié la faiblesse structurelle exacte dans la posture de son adversaire et qui corrige simplement la situation avec la force minimale requise. Un pivot, une redirection, un relâchement de pression et l'angle précisément juste, et l'épée de Ren est dans la neige. Il la fixe. Elle recule et ramasse son sac. « Bel effort, dit-elle. » Ren me regarde. Je regarde la lisière des arbres. « Continuez d'avancer, dis-je. » Nous continuons d'avancer, mais pour le reste de la journée, je suis conscient, avec une spécificité que je décrirais normalement comme une attention tactique et que je refuse actuellement de décrire comme autre chose, de l'endroit exact où elle se trouve dans la colonne, de la distance qu'elle couvre entre ses pas, de la façon dont elle se positionne lorsque nous traversons des sections de sentiers étroites, de la façon dont elle lit le terrain 20 pieds en avant au lieu de 5, ce qui est la différence entre quelqu'un qui a appris à se déplacer dans une forêt et quelqu'un qui est devenu une forêt. Elle ne me regarde jamais pour vérifier si je l'observe. C'est la partie qui reste. Toute autre personne qui a jamais été à proximité de moi, voyageant avec moi, travaillant avec moi, se déplaçant sur un terrain difficile sous mon autorité, cette personne finit par vérifier. C'est la nature humaine. Vous voulez savoir où le pouvoir dans la pièce regarde. Vous voulez savoir si vous êtes évalué, approuvé, remarqué. Elle ne vérifie pas, elle se déplace simplement, comme si j'étais une caractéristique de l'environnement qu'elle a déjà prise en compte et qu'elle n'a pas besoin de surveiller constamment parce qu'elle a déjà fait les calculs et sait où je suis. Je ne sais pas quoi faire de ça. La 4e nuit, je ne peux pas dormir. Ce n'est pas un nouveau problème en général. Je porte assez de responsabilités sur cette meute pour que mon esprit ait l'habitude de faire des calculs à 2 heures du matin qui pourraient raisonnablement attendre 7 heures. J'ai fait la paix avec ça. Je m'allonge. Je laisse les calculs se faire. Je me lève quand ils sont terminés. Ce soir, les calculs ne concernent pas la gouvernance de la meute. Je suis allongé de mon côté du camp avec le feu entre nous et Rowena est de première garde, assise au bord du périmètre, l'épée sur ses genoux, complètement immobile de la manière dont elle devient complètement immobile. Ce qui n'est pas l'immobilité de quelqu'un qui s'est endormi assis, mais l'immobilité de quelqu'un de pleinement éveillé et pleinement présent, qui ne gaspille pas une seule unité d'énergie en mouvements inutiles. Je devrais dormir. Je regarde l'arrière de sa tête. Laissez-moi être précis sur ce que j'ai catalogué en 4 jours de voyage, car la précision est la chose en laquelle j'ai confiance quand tout le reste est incertain. Elle mange efficacement, pas avec parcimonie. Elle s'alimente correctement. Elle sait ce que son corps exige pour un effort soutenu et elle le lui fournit sans drame. Elle a le sommeil léger. Je le sais parce que 2 fois la nuit dernière, une branche est tombée dans la lisière lointaine des arbres et elle était droite et orientée vers le son avant que l'écho ne s'estompe. Elle lit le temps. Elle a lu la chute de neige ce matin, 3 heures avant qu'elle n'arrive, a ajusté notre sentier sans annoncer qu'elle le faisait. Et nous avons évité la section de crête exposée qui nous aurait coûté 2 heures de terrain difficile. Elle n'a pas souligné cela. Elle l'a juste fait. Et quelque part dans l'espace de catalogage de tout cela, l'efficacité, la précision,
L'autosuffisance complète d'une personne qui a appris à ne compter sur rien en dehors d'elle-même et est devenue extraordinaire à cela. Quelque part là-dedans, une question s'est formée que j'ai refusé de regarder directement. Qu'est-ce que ça lui coûte? L'autosuffisance, le fait de ne pas vérifier, les 3 ans seuls dans une forêt où personne n'aurait su ou ne se serait soucié si elle avait décidé d'arrêter. Elle n'a pas arrêté. Mais qu'est-ce que ça a coûté? Le feu bouge et projette la lumière différemment, et j'aperçois son profil, le réglage de sa mâchoire, la qualité particulière de son attention sur la lisière sombre des arbres, alerte mais pas tendue, regardant sans peur. Et quelque chose se resserre dans ma poitrine qui n'a aucune justification tactique que ce soit. Je ferme les yeux, je dis à ma poitrine de s'arrêter. Ma poitrine n'écoute pas. Le 5e matin, la capitale apparaît à travers la lisière des arbres et elle s'immobilise sur son cheval à côté de moi. Un autre genre d'immobilité que son immobilité normale. Le genre où le corps enregistre quelque chose d'émotionnellement significatif avant que l'esprit n'ait fini de le traiter. Je regarde cela la traverser sans parler. Je sais ce que la capitale signifie pour elle. Je sais qu'elle a laissé quelque chose derrière elle il y a 3 ans, qu'on lui a dit être parti pour de bon. Je sais qu'elle a marché vers le nord dans une forêt qui aurait dû la tuer. Et elle a construit quelque chose de réel à partir du silence. Et elle est devenue quelque chose que le système qui l'a rejeté n'a jamais pris en compte. Et maintenant, la chose qui l'a rejetée est assise dans une ville sur une colline, visible à travers la brume matinale, attendant. Elle dit « Je suis prête depuis des années ». Sa voix est égale, mais sa prise sur les rênes est serrée. Pas une prise de peur, une prise de préparation. La prise spécifique de quelqu'un qui a gardé quelque chose en réserve pendant longtemps et peut enfin sentir le moment arriver de le libérer. Je dis doucement, presque avant d'avoir décidé de le faire, « Je sais ». Elle tourne la tête, me regarde une seconde. Le sang-froid qu'elle porte partout est absolument immobile. Pas parti, pas fissuré, mais immobile comme un lac au moment exact avant que quelque chose ne brise la surface. Et je vois en dessous la forme complète de ce que c'est pour elle. Pas seulement une contestation juridique, pas seulement un titre récupéré, un règlement de compte. 3 ans de matin où elle s'est levée alors qu'elle aurait pu rester couchée, distillée en une seule chevauchée à travers une porte de ville. Le moment passe. Elle regarde devant elle, mais le regard qu'elle me lance en 7 secondes, celui où elle ne joue à rien et où je ne maintiens rien, et où nous sommes juste 2 personnes à cheval au bord d'une ville dans le froid matinal. Ce regard me fait quelque chose pour lequel 11 ans de gouvernance de soi absolue ne sont pas préparés. Je franchis la porte à ses côtés. Mes loups nous suivent. Et je sais déjà, avec la même certitude que j'utilise pour les décisions qui façonnent le destin de cette meute, la certitude que je n'applique pas à la légère, que ce qui se passera dans cette salle du conseil n'est que le début. La question la plus difficile est ce qui vient après. Et si je suis prêt pour la réponse? Le feu de camp de la 2e nuit le brise presque. Pas le froid, pas le terrain, pas les 300 miles de nature sauvage du nord qu'Alistair a traversé plus de fois qu'il ne peut compter sans perdre un seul pas à cause de l'inconfort. Le rire. Il sort de nulle part. Du chaos spécifique et ordinaire de Ren glissant sur 8 pieds entiers sur la surface d'un ruisseau gelé et atterrissant dans un banc de neige avec l'expression d'un animal qui a décidé avec une dignité complète que cela ne s'est absolument pas produit. Un instant, la nuit est calme, déterminée, et avance comme toutes les choses avancent quand Alistair les dirige. Et puis Rowana fait un son. Plein, sans garde, réel. Le genre de rire qu'une personne ne peut pas fabriquer. Le genre qui vous est arraché par surprise avant que vous n'ayez eu la chance de décider si ce moment le mérite. Il remplit l'air froid et reste suspendu. Et Alistair se tourne vers lui avec l'attention automatique de quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose d'inattendu dans un environnement qu'il pensait avoir entièrement cartographié. Il voit son visage s'ouvrir, éclairé de l'intérieur par quelque chose qui n'a rien à voir avec le feu derrière elle. Sa tête légèrement renversée, une main sur sa bouche comme si elle essayait de le contenir et perdait entièrement la négociation. Des yeux d'or brillants dans le noir, Alistair a gouverné 7 meutes pendant 11 ans. Il s'est assis en face de seigneurs de guerre, d'anciens et de membres du conseil qui ont fait carrière en lisant les visages. Aucun d'eux n'a jamais fait à sa poitrine ce qu'elle fait en ce moment précis. Il détourne le regard, il la regarde à nouveau,
Elle le regarde déjà, le surprenant en train de la regarder, ce qui devrait produire le recalibrage social habituel, la reconnaissance mutuelle et la redirection qui maintiennent les choses positionnées de manière appropriée. Au lieu de cela, elle soutient simplement le regard pendant une seconde sans se presser, toujours souriante. Et puis elle dit, « Votre loup a des opinions sur la glace. » Tous mes loups ont des opinions sur la glace, dit Alistair. La plupart d'entre eux gardent ces opinions pour eux. Ren secoue la neige de ses oreilles à 10 pieds de distance avec l'énergie spécifique d'un animal prétendant que la conversation n'a pas lieu. Rowena rit à nouveau, plus doucement cette fois, plus privé, et se retourne vers le feu. Alistair se retourne vers l'obscurité, mais l'obscurité semble différente maintenant. Il ne peut pas l'expliquer, et il n'essaie pas. Il traverse le 3e jour avec le rythme particulier qui se développe entre des personnes qui ont partagé un terrain difficile assez longtemps pour cesser de jouer un rôle l'un pour l'autre. Rowena prend le flanc Est sans qu'on le lui demande. Elle a assez bien lu le système de sentier maintenant pour savoir où se trouvent les points d'exposition, et elle se positionne en conséquence, pas comme un geste envers lui, mais simplement comme la réponse logique au paysage. Il le remarque. Il le remarque de la manière dont il remarque tout, complètement, précisément, avec la partie de son esprit qui ne s'éteint jamais complètement, peu importe ce que le reste de lui fait. Et il le classe avec tout le reste qu'il a catalogué depuis qu'elle a ouvert cette porte de cabane. La façon dont elle se déplace à travers les broussailles denses sans ralentir. La façon dont elle lit la lumière changeante dans la cime des arbres et ajuste sa direction avant que le temps derrière n'arrive. La façon dont elle ne gaspille jamais un pas, chaque mouvement étant délibéré, chaque changement de poids intentionnel, le produit de 1000 matins d'entraînement dans une forêt qui ne notait pas sur une courbe. Il se retrouve à ajuster sa propre position tout au long de la journée, restant plus près d'elle que la nécessité tactique ne l'exige. Il n'examine pas cela. La conversation au coin du feu de la 4e nuit est celle qui reste le plus longtemps avec eux deux. Elle commence par rien. Le feu, l'obscurité, les loups répartis autour du périmètre dans leurs diverses attitudes de veille et de repos. Rowena affûte la vieille épée de fer avec la pierre qu'elle porte depuis le premier jour, et le son est régulier et rythmé. Et Alistair est censé revoir les documents du conseil, mais il a lu le même paragraphe 4 fois sans en retenir un mot. « Comment c'était ?» dit-elle sans lever les yeux. « La première fois que tu as dû prendre une décision qui a coûté quelque chose à quelqu'un. » Il s'immobilise. Pas l'immobilité pratiquée du sang-froid. L'immobilité authentique d'une question atterrissant dans un endroit qui n'était pas défendu. Elle continue de passer la pierre le long de la lame. 11 ans de gouvernance, dit-elle. Il a dû y en avoir une première. Il ferme la maillette de documents. J'avais 20 ans, dit-il. Une meute frontalière sur le domaine de l'Ouest. Un conflit qui durait depuis 6 ans avant que je n'en prenne l'autorité. J'ai rendu la décision, et c'était la bonne décision, et 2 familles ont perdu leurs revendications territoriales à cause de cela. Savais-tu que c'était juste avant de la prendre? Demande-t-elle. Oui. Est-ce que ça a rendu les choses plus faciles? Il y pense. Il pense vraiment. Pas la réponse réflexe, mais la vraie. Non, dit-il. Elle hoche lentement la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà, comme si elle avait posé la question non pas pour en apprendre sur lui, mais pour vérifier quelque chose sur le monde pour lequel elle avait besoin d'un 2e point de données. Il veut lui demander quelle était la question derrière la question. Il ne le fait pas. Mais il reste éveillé bien plus longtemps qu'il ne le devrait. Et le feu s'éteint entre eux, et Kova le regarde de l'autre côté des braises avec la patience de quelque chose qui a déjà compris où cela mène, et attend simplement qu'il rattrape son retard. Le 5e matin arrive, gris, froid et pur. Ils sortent de la dernière lisière d'arbres ensemble, et la capitale s'ouvre devant eux. Des tours s'élevant à travers la brume, la lumière des torches visible même à cette heure. L'échelle particulière d'un lieu construit pour communiquer le pouvoir à tous ceux qui l'approchent. Rowena arrête son cheval. Alistair s'arrête à côté d'elle. La ville est Slumensdom. Tout ce que Cédric lui a pris, rendu visible, concret, et à un nombre spécifique de miles de distance. L'endroit où un document a été signé 2 jours plus tôt, où une épée a été enterrée et où une femme a reçu un délai et l'ordre de disparaître. Elle ne disparaît pas. Elle est assise sur son cheval au bord de la lisière d'arbres et regarde la capitale avec toute l'attention sans ciller de quelqu'un qui a gardé quelque chose pendant très longtemps
et peut sentir le moment d'arriver de le dépenser. Alistair observe son profil dans la lumière grise du matin. Il a pris une décision. Il ne lui en a pas encore parlé. Il est conscient que ne pas lui en parler est un choix sur lequel elle aura des opinions spécifiques lorsqu'elle le découvrira. Il est également conscient, avec une clarté qui traverse 11 ans de gouvernance de soi soigneusement entretenue, comme le fil de cette vieille épée de fer, qu'il prend cette décision particulière non seulement à cause du pacte du Nord ou des 3 articles de loi que Cédric a violés. Il la prend à cause de la façon dont elle a ri au coin du feu, à cause de ce que ça lui a coûté de ne pas rire pendant 3 ans, à cause de la question qu'elle lui a posée la nuit dernière, celle qui portait vraiment sur le fait de savoir si les bonnes décisions annulent la douleur des personnes qu'elles affectent, et la réponse étant non, et elle hochant la tête comme si elle avait eu raison de soupçonner que le monde n'offre pas ce genre d'arithmétique. Il franchit la porte à ses côtés. Il ne dit rien. Il n'en a pas besoin. Pas encore. La salle du conseil devient complètement silencieuse au moment où Rowena entre. Pas le silence poli d'un corps se préparant à mener ses affaires. Le silence lourd de 7 personnes puissantes, recalibrant chaque supposition avec laquelle elles sont arrivées. Elles portent l'épée, pas cérémonieusement, pas de la manière dont un titre est porté, comme un symbole, comme du théâtre. La vieille lame de fer repose sur son dos de la manière dont un outil repose lorsque la main qui l'utilise est simplement entre 2 tâches. L'escorte royale qu'Alistair a arrangée a fourni des vêtements propres, de la laine gris foncé, ajustée, fonctionnelle, et elle les porte avec la même qualité qu'elle porte tout, c'est-à-dire complètement sans performance. Les membres du conseil la regardent, puis ils regardent Alistair. Il ne leur donne rien. Alistair prend son siège à la tête de la chambre et le conseil suit, et Rowena se tient au centre du sol où la lumière des hautes fenêtres de pierre tombe directement, et elle ne bouge pas pour s'asseoir parce que personne ne lui a offert de chaise, et elle ne va pas en demander une. Puis Cédric entre. Il entre par la porte est avec 2 représentants d'Ironwood à son dos. Et la première chose que Rowena ressent en le voyant est quelque chose qui la surprend complètement. Rien. Pas la dévastation qu'elle a apportée la première année, pas la colère qui l'a remplacée la 2e année, pas même la clarté froide et pointue à laquelle elle est arrivée la 3e année, lorsque la colère a fini de se consumer. Juste rien. Une absence là où quelque chose d'énorme vivait autrefois. Comme retourner à un endroit qui contenait de terribles souvenirs et le trouver plus petit que dans son souvenir. Le pouvoir qu'il avait sur vous, tranquillement expiré. Cédric la voit. Il s'immobilise. Et dans son immobilité, elle lit tout. Le calcul qui se déroule derrière ses yeux, la réévaluation rapide, la façon dont son expression préparée a une couture maintenant qu'elle n'avait pas quand il l'a répété. Elle s'était attendue à ressentir de la satisfaction à cela. Elle découvre plutôt qu'elle ne s'en soucie tout simplement pas assez pour la recueillir. Elle se retourne vers le conseil. Alistair présente les documents. Il le fait avec l'économie d'un homme qui s'est tenu dans cette chambre de nombreuses fois et comprend que la patience du conseil est une ressource limitée qu'il vaut mieux utiliser avec soin. La fraude est exposée en séquence. La revendication de lignée, les papiers de rejet signés datés de 2 jours avant son 21e anniversaire, les archives que les gens de Cédric n'ont pas réussi à détruire complètement, le témoignage scellé de l'ancien de la meute, décédé 3 mois après le bannissement de Rowena, et qui a laissé la déposition entre les mains d'une partie neutre avec des instructions pour qu'elle soit livrée à l'autorité du domaine du Nord, à la première indication d'une contestation formelle. Le conseil lit. Il pose 3 questions. Alistair répond à 2 d'entre elles. Rowena répond à la 3e, une question directe sur la provenance de l'épée, et elle y répond sans sourciller, sans hésiter, sans aucune de la performance de déférence que l'architecture de la chambre est conçue pour produire chez les personnes qui se tiennent en son centre. Elle leur dit simplement ce qu'elle sait. Le conseil délibère. Le représentant légal de Cédric parle pendant 11 minutes. Rowena écoute tout sans expression. Les arguments sur la recevabilité procédurale, la contestation technique de la documentation de la lignée, la suggestion que la lacune dans les archives représente une incertitude plutôt qu'une destruction délibérée. Elle écoute. Lorsque le représentant termine, elle dit, sans être invitée à répondre, sans attendre de voir si le conseil lui offrira la parole, simplement parce que la déclaration doit être faite et qu'elle est celle qui doit la faire.
Il a signé le document 2 jours plus tôt. La date est sur le papier. Demandez-lui d'expliquer la date. La chambre se tait. Le représentant de Cédric ouvre la bouche. Cédric pose une main sur son bras. Le conseil regarde Cédric. Cédric ne dit rien. Ce rien n'est plus fort que tout ce que le représentant a dit en 11 minutes. Le conseil délibère pendant 40 minutes. Ils reviennent avec une décision unanime. Le titre de Rowena est légalement restauré. Les actions frauduleuses de Cédric sont officiellement inscrites dans le registre du Nord. La question de la direction de la meute d'Ironwood sera renvoyée à un conseil intérimaire en attendant l'élection. Rowena se tient au centre de la chambre et absorbe la décision avec la même immobilité qu'elle a apportée dans la pièce. Pas d'effondrement visible, pas de relâchement, pas de performance de soulagement. Juste un calme règlement interne, comme un niveau trouvant sa bulle. Et puis Alistair se lève. L'attention de la pièce se déplace comme elle le fait toujours quand Alistair bouge avec intention. La gravité particulière d'un homme qui ne se lève pas sans raison et que tout le monde dans la chambre comprend comme étant l'autorité finale sur ce que signifie la raison. Il s'adresse au conseil. Il parle pendant moins de 90 secondes. Il dit que compte tenu de l'ampleur de la fraude et de son impact sur la stabilité du pacte du Nord, il recommande une mesure corrective supplémentaire. Il dit que le titre restauré de Rowena Ashvale mérite une reconnaissance formelle au plus haut niveau de la structure de pouvoir du domaine. Il dit qu'il demande formellement au Conseil de reconnaître son intention de la nommer future reine du domaine du Nord. Le silence qui suit n'a aucun précédent dans l'histoire de cette chambre. 7 membres du Conseil regardent Alistair. 6 d'entre eux regardent ensuite Rowena. L'un d'eux regarde Cédric. Cédric est devenu de la couleur de la vieille cendre. Rowena tourne la tête et regarde Alistair. Il la regarde déjà. Pas le Conseil, pas Cédric, pas la chambre ou les documents ou quoi que ce soit d'autre dans toute la pièce. Il la regarde directement avec l'expression qu'il a passé 11 ans de gouvernance de soi disciplinée à s'entraîner à ne pas montrer dans les espaces publics. Ouverte, engagée et complètement certaine, elle le fixe. « Tu aurais pu me prévenir, dit-elle, à voix basse juste pour lui. Tu aurais argumenté, dit-il. Je pourrais encore le faire. Je sais, quelque chose bouge dans ses yeux d'or. J'espère que tu perdras. Rowena le regarde pendant un long moment. Elle est furieuse. Elle est aussi, sous la fureur, dans l'endroit qu'elle a passé 3 ans à protéger avec tout ce qu'elle a, quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui ressemble dangereusement à un oui. Ce n'est pas la proposition qui l'a secouée. C'est à quel point elle ne voulait pas dire non. Et de l'autre côté de la chambre, Cédric observe tout cela avec l'expression d'un homme qui vient de comprendre pleinement, finalement, complètement, la véritable ampleur de ce qu'il a jeté. Trop tard, des années trop tard. Cédric exige un procès par combat avant que le conseil n'ait fini de se lever de leur siège. Sa voix se brise sur le deuxième mot et il la rattrape si vite que la plupart de la salle le manque. Rowena ne le manque pas. Elle se tourne déjà vers lui quand les mots sont sortis. Pas avec urgence, pas avec la chaleur de quelqu'un qui attendait une confrontation et l'obtient enfin, mais avec l'attention calme et concentrée de quelqu'un qui a vu ce moment approcher de loin et a eu amplement le temps de se préparer. Le conseil se fige. Le procès par combat est un droit ancien, plus ancien que la plupart des lois régissant actuellement le pacte du Nord. Assez ancien pour ne pas pouvoir être simplement rejeté. Assez ancien pour que les membres du Conseil échangent des regards qui disent qu'ils font tous le même calcul juridique rapide et arrivent à la même conclusion inconfortable. Ils ne peuvent pas le refuser. La mâchoire d'Alistair se serre. Il ne dit rien, mais Rowena le voit. Le muscle dans sa mâchoire, la qualité particulière de l'immobilité qui s'installe sur lui quand quelque chose s'est produit qu'il n'aime pas et qu'il choisit de gérer plutôt que de réagir. Ses yeux trouvent les siens à travers la chambre. Elle lui fait un seul petit signe de tête. Il soutient son regard un instant. Puis il regarde Cédric avec une expression totalement dépourvue de chaleur et totalement dépourvue de pitié, ce qui est une combinaison que Cédric n'a clairement jamais rencontrée auparavant, car il déplace son poids, puis se surprend à le faire et s'immobilise. La reine de Comaba se trouve dans la cour ouverte. Le ciel est gris et la neige tombe lentement. La même chute de neige patiente et sans hâte qui tombait la nuit où Alistair est arrivé à sa cabane. Rowena le remarque. Elle ne lui attribue pas de signification. Elle le remarque quand même.
De la même manière que vous remarquez une chose qui rime avec quelque chose qui a compté. La cour se remplit rapidement. La nouvelle se propage dans un bâtiment comme l'eau dans une vieille pierre, trouvant chaque fissure, atteignant chaque niveau. Au moment où Rowena sort à l'air libre, la galerie au-dessus de la cour est profonde de 3 personnes et ne cesse de s'agrandir. Membres du conseil, personnel du palais, représentants d'Ironwood venus avec Cédric, et qui observent maintenant cela se dérouler avec des expressions qui suggèrent qu'ils réévaluent individuellement plusieurs décisions récentes. Alistair se tient au bord de l'arène. Il ne prend pas de siège. Il ne se positionne pas avec les autres observateurs. Il se tient à la ligne de démarcation, les bras le long du corps, et regarde Rowena marcher vers le centre de l'arène. Et son visage fait ce qu'il fait de plus en plus en sa présence. Rester composé en surface et communiquer tout ce qui se passe en dessous de toute façon. Par la qualité de son attention, par l'immobilité absolue d'un homme qui ne respire pas tout à fait à son rythme normal. Cédric entre dans l'arène par le côté opposé. Il a mis une armure. Pas lourdement, juste assez pour communiquer qu'il prend cela au sérieux, qu'il ne la sous-estime pas. Elle lui en donne le crédit. Il aurait été facile d'entrer sans armure, de jouer de la confiance, de laisser la foule lire cela comme une certitude. Il ne l'a pas fait. Il a peur. Pas de perdre. Pas encore. Il a peur de ce que cela signifiera s'il perd. La nature publique, irréversible et spécifique de ce genre de défaite. Le fait qu'il n'y ait pas de document à signer, pas de porte à fermer et aucune version de ce moment qu'il puisse arranger avant qu'il n'arrive. Il va perdre. Elle le sait. Elle le sait depuis le moment où il a appelé au combat. Car appeler au combat était le geste d'un homme qui a épuisé tous ses autres mouvements et espère que le seul outil qui lui reste est de la bonne forme pour la serrure à laquelle il fait face. Ce n'est pas le cas. L'officiel commence. Cédric l'attaque avec une technique propre. Le jeu de jambes de quelqu'un qui s'est entraîné régulièrement dans un environnement structuré avec des adversaires qui suivent des schémas prévisibles. C'est une bonne technique. Il y a 6 mois, 2 ans, 3 ans, dans la vie avant la forêt, cela aurait peut-être suffi à la mettre sur la défensive. Elle ne se met pas sur la défensive. Je les bouge. Pas de la manière qu'on lui a enseigné dans la meute, le style de combat approprié pour une Oméga. Prudent, conservateur, conçu pour être suffisant plutôt que décisif, mais de la manière que la forêt lui a enseigné. La manière que 3 ans d'entraînement en solo, 100 personnes pour regarder, noter ou lui dire ce qui était approprié, lui ont enseigné. C'est-à-dire complètement sans réserve, sans aucune de la version maîtrisée d'elle-même que Cédric connaissait. Elle est plus rapide qu'il ne s'y attend. Elle peut le voir se recalibrer au deuxième échange. Le léger élargissement des yeux, le délai fractionnaire dans sa réponse alors que son modèle interne de qui elle est révisé à la hausse en temps réel. Et la révision prend une demi-seconde de plus qu'il ne peut se le permettre. Elle utilise cette demi-seconde. Elle l'utilise comme elle utilise chaque ressource que la forêt lui a appris à utiliser. Complètement, sans gaspillage, sans hésitation. Le désarmement arrive à la 3e minute. Son épée est dans la neige et la cour est absolument, complètement silencieuse. Elle recule. Il respire fort, regarde l'épée dans la neige, la regarde, puis elle fait la chose à laquelle il ne s'attend pas. Elle attend 3 secondes complètes. Assez longtemps pour que ce soit délibéré. Assez longtemps pour que la foule comprenne que c'est un choix, pas une hésitation. Puis elle recule d'un autre pas et incline la tête vers son épée. Il la fixe. « Ramasse-la », dit-elle. La galerie au-dessus de la cour fait un bruit, pas fort, un souffle collectif de surprise. Cédric regarde l'épée, puis elle. La peur sur son visage s'est transformée en quelque chose de brut. Pas de la gratitude, pas du soulagement, quelque chose de plus compliqué que l'un ou l'autre. L'expression d'une personne qui s'attendait à une chose et a reçu quelque chose pour laquelle elle n'avait pas de catégorie. Il ramasse l'épée, il se redresse. Elle s'approche assez près pour que lui seul entende ce qui suit. « Tu ne m'as pas rejeté parce que j'étais moins, » dit-elle, calme et posée. « Tu m'as rejeté parce que tu savais ce que j'étais et tu avais peur que cela te coûte ce que tu voulais. Ce n'est plus mon fardeau à porter. Ça ne l'a jamais été. » Il la regarde, vraiment. Regarde sans la performance, sans le calcul, sans le visage pratiqué qu'il a porté dans chaque pièce qu'elle a jamais partagée avec lui. Juste le vrai visage de l'homme sous tout cela. Celui qui a fait un choix spécifique il y a 3 ans par peur
et qui vit depuis dans la forme de ce choix. Il ne dit rien. Elle recule. Elle termine à la 4e minute. Rapide, décisive. Elle le fait tomber sur un genou avec une clé articulaire dont il ne peut se remettre sans compromettre son épaule pour un mois. Elle la maintient pour le compte officiel et relâche proprement. Elle marche vers le centre de l'arène. Elle se tient dans la neige avec son épée, les bras fermes à ses côtés, sa respiration contrôlée et ses yeux d'or levés. Pas vers la galerie, pas vers le conseil, pas vers la caméra d'observation qui suit le pouvoir dans chaque salle publique. Vers Alistair, il se tient au bord de l'arène exactement là où il était quand elle est sortie, sauf que quelque chose est arrivé à son visage pendant ces 4 minutes qu'il n'a pas encore fini de prendre en compte. Le sang-froid est toujours là. Il est toujours là. Elle commence à comprendre que c'est structurel, pas joué, mais ce qui bouge en dessous est juste à la surface, juste au bord de la surface. Il a vu la guerre. Elle apprendra les détails plus tard. Les campagnes, les décisions, le genre particulier de difficulté qui façonne une personne qui a dû choisir entre des options impossibles trop de fois et qui choisit quand même. Il a vu des choses que la plupart des gens ne peuvent pas porter. Il la regarde dans la neige, comme s'il venait de voir quelque chose que le monde a fait une fois et ne répétera pas. Comme si elle était la chose la plus époustouflante qu'il ait rencontrée en 11 ans de déplacement dans un monde plein de choses extraordinaires. Et Rowena, debout au centre de l'arène avec de la neige se posant dans ses cheveux et une vieille épée de fer à son côté, et le poids plein et irréversible de qui elle est occupant enfin l'espace qu'il était toujours censé remplir, le sang atterrir. Le sang atterrir et rester. Le sang trouvait la place dans sa poitrine qu'elle pensait avoir scellée, verrouillée et recouverte de 3 ans de matins froids, d'entraînement dur et de la décision très délibérée de n'avoir besoin de rien de personne. Elle le regarde. Il la regarde. La neige tombe entre eux, sans se presser, et la question qui se construit depuis qu'une porte de cabane s'est ouverte dans le noir, depuis que des yeux d'or ont trouvé des yeux d'or à travers le froid et que ni l'un ni l'autre n'a détourné le regard, devient enfin impossible à réduire à quelque chose de plus petit. Que se passe-t-il ensuite? Cédric est dépouillé de son titre avant le coucher du soleil. Le Conseil agit avec l'efficacité d'un corps qui a reçu un terrain juridique clair et aucune raison de retarder. La décision est enregistrée. La direction de la meute d'Ironwood est renvoyée à une gouvernance intérimaire et Cédric Fane, alpha fraudeur, l'homme qui a signé un document 2 jours plus tôt et a tourné le dos à une femme qui méritait mieux, est escorté hors de la chambre par 2 gardes du domaine du Nord qui sont professionnels, impersonnels et lui accordent exactement la dignité que la loi exige et pas une once de plus. Il ne regarde pas Rowena en partant. Elle n'en a pas besoin. La chambre se vide lentement. Les membres du conseil sortent en groupe de conversation. Le personnel du palais réaménage la pièce avec le calme pratiqué de personnes qui ont été témoins de choses importantes dans cet espace auparavant et ont appris à ne pas les ramener à la maison. Les torches officielles sont baissées. Le sol en pierre reflète la dernière lumière de l'après-midi. Rowena se tient à la haute fenêtre à l'extrémité de la chambre et regarde la capitale en contrebas. Elle attendait que ce moment ressemble à quelque chose de définitif. C'est le cas et ce n'est pas le cas. Ce qui est la chose à propos de la justice, elle l'apprend. La chose que personne ne vous dit quand vous êtes au milieu de la vouloir assez fort pour continuer à vous lever le matin. Ça règle quelque chose. Ça clôt quelque chose qui avait besoin d'être clos. Mais ça ne restaure pas les 3 ans. Ça ne désigne pas le document. Ça ne rend pas la version de sa vie qui a été prise. Ce que ça lui donne, c'est le sol sous ses pieds. Solide, réel, le sien. Elle est toujours debout à la fenêtre quand elle l'entend entrer. Elle connaît ses pas maintenant, les a appris dès le 2e jour de voyage, sans le vouloir. Le poids et le rythme spécifiques d'un homme qui se déplace avec une intentionnalité absolue, qui ne erre dans aucune direction, qui arrive à des endroits parce qu'il l'a décidé, et pour aucune autre raison. Il s'arrête à quelques pieds derrière elle. Aucun d'eux ne parle. La ville en contrebas commence à s'illuminer pour la soirée, les torches s'allumant une par une sur les toits. L'obscurité précoce s'installant sur les tours comme quelque chose de patient et de familier. Il y a quelque chose de presque paisible à ce sujet, vu d'ici.
Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer dans cette pièce et tout à voir avec la qualité spécifique de se tenir à la fin d'une très longue journée, d'une très longue période de 3 ans, et de constater que vous êtes toujours là. Tu aurais pu me demander, dit Rowena, avant le conseil. J'aurais pu, dit Alistair. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il est silencieux un moment. Pas le silence de quelqu'un qui gagne du temps pour construire une réponse. Le silence de quelqu'un qui s'assure que la réponse qu'il donne est la vraie. Parce que je n'étais pas certain que tu dirais oui, dit-il, et j'avais besoin que ce soit dans le registre avant que tu aies la chance de te dissuader. Elle se retourne. Il est plus proche qu'elle ne s'y attendait. Pas envahissant, pas pressant, mais présent de la manière spécifique dont il a été présent pendant 5 jours sur des centaines de miles de terrain difficile. C'est-à-dire complètement, avec toute son attention. Le genre de présence qui fait qu'une pièce se reconfigure légèrement autour de son fait. Il la regarde avec l'expression qu'elle a surprise dans des moments non gardés depuis la cabane. Celle que son sang-froid couvre habituellement avant qu'elle ne puisse la tenir assez longtemps pour la lire entièrement. Celle qui est à la surface maintenant, sans réserve, comme si la journée passée dans une salle du conseil et une arène de combat avait consumé le reste de sa capacité à la dissimuler. Je pourrais encore argumenter, dit-elle. Je sais, dit-il. Surtout, la proposition, le timing, le fait que tu aies pris une décision unilatérale qui implique directement ma vie sans me consulter. Je sais, dit-il à nouveau. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dit-elle. Si ça, quoi que ce soit, si ça arrive, ça n'arrive pas parce que tu l'as décidé. Ça arrive parce que je l'ai décidé aussi. Oui, dit-il immédiatement, sans qualification ni redirection. Elle le regarde. Il la regarde en retour. C'est la seule version que je veux, dit-il, pour ce que ça vaut. La lumière du soir de la fenêtre tombe sur son visage, et elle y voit tout ce que la salle du conseil n'a pas montré. Pas le roi Alpha, pas l'autorité, pas les 11 ans de gouvernance et de décisions difficiles, et le poids de 7 meutes, l'homme. Celui qui s'est tenu à la porte d'une cabane dans la neige et a hésité, et dont le loup s'est assis, et qui a porté des documents sur 300 miles parce que quelque chose en lui avait besoin que ce tort particulier soit corrigé. Celui qui a dit « je sais » sur une colline au-dessus de la capitale, calme et certain, comme s'il le savait depuis plus longtemps que ce que la tactique ne le justifiait. Elle regarde sa main à son côté. Elle pense aux conversations au coin du feu, au 5e matin, au rire qu'elle n'a pas pu contenir et à la question qu'elle lui a posée sur la première décision qui a coûté quelque chose à quelqu'un et à la façon dont il y a répondu. Non, ça n'a pas rendu les choses plus faciles, avec l'honnêteté de quelqu'un qui a cessé de jouer ses réponses pour un public. Elle pense à 3 ans de matin froid et au prix spécifique d'apprendre à n'avoir besoin de rien. Elle pense au regard qu'il lui a lancé dans l'arène de combat. Elle fait un pas en avant, pas vers lui et pas loin de lui, vers la chose qui se construit depuis qu'une porte de cabane s'est ouverte dans le noir. La chose qu'elle a examinée depuis la distance prudente d'une personne qui sait exactement ce qu'il en coûte, de donner la version privée d'elle-même à quelqu'un et de se la voir rendre. Elle s'approche. Sa main trouve la sienne, chaude, la sensation d'une chose qui a été placée correctement. Pas forcée, pas jouée. Simplement juste, de la manière spécifique dont les choses justes se sentent quand vous avez été entouré d'assez de choses fausses pour connaître la différence. Elle ne recule pas. Elle n'a pas besoin de refaire le calcul. Elle connaît déjà la réponse. Elle avait survécu seule pendant des années, mais elle n'a jamais été destinée à régner seule. On la couronne un mardi. La cérémonie est significative, ancienne et suivie par des représentants des 7 meutes du domaine du Nord. Rowena se tient au centre avec la vieille épée de fer sur son dos et un sang-froid si complet que 3 des membres du conseil mentionneront plus tard séparément que c'était le couronnement le plus composé qu'ils aient vu depuis des décennies. L'épée reste. Il y a eu des discussions à ce sujet. Le conseil avait des opinions. Le maître de cérémonie en avait encore plus. Rowena a eu une seule conversation avec eux tous collectivement, qui a duré environ 4 minutes, après quoi l'épée est restée et la discussion a été close. Alistair ne s'était pas impliqué dans la conversation. Il avait cependant été debout dans l'embrasure de la porte quand cela s'est produit, et le léger mouvement au coin de sa bouche quand Rowena a fini de parler a été noté par Kova, qui était positionné à sa gauche, et par personne d'autre. La cérémonie elle-même est tout ce qu'une cérémonie de cette ampleur est censée être.
poids, histoire et la solennité spécifique d'une salle pleine de gens qui comprennent que ce qui se passe devant eux n'est pas seulement politique, mais irrévocable. La couronne est en argent ancien, avec un motif de loup aux quatre pointes. Le genre d'objet qui semble avoir attendu dans un coffre la bonne tête et qui est enfin au repos. Elle lui va. Bien sûr qu'elle lui va. Alistair se tient à côté d'elle à l'hôtel. Pas devant, pas positionné au-dessus. À côté d'elle, à sa gauche. Le même côté que Kova prend toujours. Le côté qui n'est pas une déclaration de préséance, mais de proximité, de largeur. Elle le remarque. Elle le note et le porte à l'endroit où elle garde les choses qui s'avèrent être vraies. Plus tard, lorsque la salle s'est vidée et que la célébration formelle cédé la place à la version plus calme qui se produit lorsque le public part et que les personnes impliquées sont enfin autorisées à exister simplement dans ce qu'elles ont fait, Rowena se retrouve dans l'alcôve de la fenêtre au bout de la grande salle. La capitale est calme en contrebas. Les bougies se consument. Kova et deux membres de la meute sont disposés sur le sol en pierre à divers degrés de sommeil. La poitrine du loup gris se soulevant et s'abaissant au rythme lent d'un animal complètement en paix, ce qui signifie que l'environnement a été évalué et jugé sûr et que la garde peut être relâchée. Alistair vient se tenir à côté d'elle. Ils sont silencieux ensemble pendant un moment, de la manière dont ils ont appris à être silencieux ensemble pendant 5 jours de voyage et 2 jours d'une capitale se réorganisant autour d'un règlement de compte juridique. Confortablement, sans la pression de remplir le silence avec quoi que ce soit d'inutile. Le Conseil veut un discours officiel d'État d'ici la fin du mois, dit-il. Je sais, dit-elle. J'ai lu la note. Ils veulent aussi une apparition conjointe lors du transfert de la gouvernance intérimaire d'Ironwood. Je sais ça aussi. Il regarde son profil. Tu leur as déjà parlé, dit-il, pas surpris. Juste le notant. Ce matin, dit-elle, avant la cérémonie. Une pause. Tu ne me l'as pas dit, dit-il. Tu n'as pas demandé, dit-elle. Quelque chose dans son expression bouge. De la reconnaissance. Et en dessous, quelque chose de plus chaud. La chaleur spécifique d'une personne rencontrant la preuve que la chose qu'elle a choisie est exactement ce qu'elle pensait qu'elle était, et aussi en quelque sorte plus. Je devrais lire les notes, dit-il, ça. Je te les enverrai, dit-elle, ce soir. Demain, dit-elle, ce soir je ne travaille pas. Il est silencieux un moment. Moi non plus, dit-il. La dernière bougie dans l'applique murale lointaine vacille et s'éteint, et l'alcôve se remplit de la lumière plus douce de la fenêtre, le clair de lune. La même lune pleine et énorme qui était suspendue au-dessus de sa cabane il y a 3 semaines. La même qui n'avait aucune raison d'être aussi belle une nuit qui a tout changé. Elle est toujours aussi belle. Alistair la regarde. Puis il la regarde, elle. Tu n'as jamais été un fantôme, dit-il, même quand tu essayais de l'être. Elle le regarde. Qu'est-ce que j'étais? Il y pense de la manière dont il pense aux choses qui comptent, ne cherchant pas la première réponse, mais trouvant la vraie. Prenant le temps que la vraie réponse exige. Inévitable, dit-il. Elle regarde à nouveau la ville. Elle sourit. Il le voit. Il le voit toujours. Elle commence à comprendre ça à son sujet. Que très peu de choses dans son voisinage immédiat échappent à son attention. Peu importe à quel point c'est petit ou à quel point ça existe brièvement. Et il n'en dit rien, il le porte simplement comme il porte la plupart des choses qui appartiennent à la version privée d'elle qu'elle a, lentement, sans annoncer la décision, commencé à lui permettre d'accéder. Sa main trouve la sienne sur le rebord de la fenêtre. Elle tourne sa paume vers le haut. Il la tient. En dessous d'eux, la capitale respire dans la nuit. Vivante, éclairée, occupée par des gens qui se réveilleront demain dans un monde où quelque chose a été corrigé, où une fraude a été nommée et un tort a été réparé. Et une femme à qui on a donné un délai et dit de disparaître se tient dans la plus haute pièce du plus haut bâtiment du domaine du Nord avec une couronne sur la tête, une épée sur le dos et un roi à ses côtés qui l'a choisi exprès. Qui l'a choisi encore? Qui, elle l'apprend, continuera de la choisir. Pas bruyamment, pas avec performance, mais de la manière spécifique et constante dont les gens qui le pensent vraiment le font. Dans le quotidien, dans le calme, dans les mardis matins, dans les décisions partagées, les notes lues, et le fait de rester à côté au lieu de devant. Elle avait survécu seule pendant des années. Elle avait appris à vivre sans chaleur. Elle s'était transformée en quelque chose qui n'avait besoin de rien de personne,
Et rien de tout cela n'a été gaspillé. Chaque matin froid, chaque lever de soleil précoce, chaque jour d'entraînement dans une forêt qui ne lui demandait pas d'être plus petite, tout cela était la préparation, pas la destination. La destination, c'était ça. Se tenir sur un sol solide qui est le sien, choisir la personne à ses côtés depuis une position de force plutôt que de besoin. Régner sur une vie qui lui appartient complètement. Elle n'a jamais été destinée à régner seule. Elle avait juste besoin d'apprendre qui elle était d'abord. Mais maintenant, elle le sait, et tout le monde aussi. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si le refus de Rowena de rester à terre, de rester petite, de rester disparue, vous a touché quelque part de réel, alors vous êtes exactement la personne pour qui cette chaîne a été créée. Des histoires de femmes qui s'élèvent, des femmes qui survivent à la chose qui était censée les achever et qui en sortent de l'autre côté avec leur pouvoir intact. Des femmes qui se choisissent d'abord, puis, à partir de cette force, choisissent l'amour selon leurs propres termes. C'est ce que nous faisons ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez vos notifications dès maintenant, car la prochaine histoire arrive, et elle commence dans un endroit encore plus sombre que celui-ci, avec une femme portant quelque chose de plus lourd qu'une épée, et un homme qui n'a aucune idée de ce qui est sur le point d'entrer dans son monde. Vous ne voulez pas manquer ça. Et si l'histoire de Rowena vous a parlé, s'il y a eu un moment qui vous a fait vous arrêter et ressentir quelque chose, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous quelle partie vous a le plus marqué. Dites-nous ce que vous auriez fait à sa place. Racontez-nous votre histoire, car cette communauté est construite sur plus que des histoires. Elle est construite sur les personnes qui les écoutent. On se retrouve pour la prochaine histoire.